Bonjour et bienvenue sur SENSAB. Alors aujourd'hui, je reçois David Boratave, qui est écrivain, journaliste, traducteur et enseignant. Alors vous avez travaillé avec la BBC, vous avez travaillé avec France 24 et aujourd'hui vous êtes dans une école internationale où vous enseignez les questions de politique et d'actualité par le biais des médias. C'est ça, oui. Alors aujourd'hui on va parler de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est dangereux, cette intelligence artificielle? Il n'y a pas de réponse. Je pense qu'il y a des dangers, et puis il y a des grands bénéfices pour l'humanité. Et puis il y a un troisième point qui est encore plus important que les autres, je pense, c'est que de toute façon, c'est là. Et donc comme c'est là, on ne reviendra pas en arrière. Donc la question, c'est plus de savoir quel degré de responsabilité l'être humain, les politiques, les entrepreneurs, les grandes entreprises qui s'occupent justement de ces questions vont porter sur leurs épaules ou pas. Et comment ils régleront les questions éthiques qui vont avec. Mais la réponse est double. C'est dangereux, oui, si on se projette assez loin. Il y a des applications de l'intelligence artificielle qui peuvent clairement être envisagées comme dangereuses. Et puis, il y a évidemment tous les bénéfices que l'intelligence artificielle peut offrir dans des multiples secteurs. Un des secteurs, par exemple, on pourrait donner comme exemple, c'est le secteur médical. Il y a des choses que l'intelligence artificielle seule pourra régler dans l'avenir. Comme quoi? Des opérations, par exemple, chirurgicales ultra précises, que même une main humaine, aussi expérimentée soit-elle, est incapable de faire, et qui, à l'avenir, bien des gens en ont parlé, pourraient être faites par... ce genre d'opérations pourront être faites par des robots, beaucoup plus précis et dont la main ne tremble pas. Et est-ce qu'un professeur qui a une certaine expérience pourra être à la hauteur d'une machine qui a emmagasiné toutes les connaissances possibles sur cette maladie? La question, elle est peut-être pas là. La question, c'est que, par exemple, dans le domaine médical, je pense que la plupart des médecins vous diront que la machine aidera le chirurgien. Par toutes les connaissances, mais aussi par tout ce qu'elle pourra apprendre sur justement toute la recherche qu'elle pourra faire grâce à des systèmes qui seront calibrés pour. Donc la question, elle est plus quelle coopération entre l'homme et la machine, entre l'intelligence artificielle et la machine, parce qu'il ne s'agit pas que de la machine, là. Il s'agit effectivement des connaissances, comment elles seront partagées, si vous voulez, entre la machine et l'homme. Et quels bénéfices l'homme peut avoir, peut en tirer. Voilà. Je pense qu'elle est plutôt là, la question. Et alors vous le voyez avec les élèves, évidemment, aujourd'hui, il y a plein de programmes sur lesquels les élèves peuvent faire leurs devoirs. En fait, c'est assez angoissant. Oui. Alors là, d'un point de vue purement, donc là, si on rentre dans le vif du sujet par rapport à un métier qui est le mien, par exemple, ou à plusieurs métiers qui sont le mien, moi, j'ai au moins 3 métiers que je fais en alternance presque chaque semaine qui passe. L'un, c'est le métier de traducteur, le deuxième, c'est le métier d'écrivain, et le troisième, c'est le métier d'enseignant des médias dans cette école internationale, la Bogarts International School. Et à chaque niveau professionnel dans lequel je me trouve, je suis confronté à l'intelligence artificielle. Et dans le cadre de mes activités d'enseignant, oui, j'ai déjà vu par exemple, je pose une question en classe et j'ai des élèves qui sont sur ChatGPT, qui demandent à une intelligence artificielle de répondre à la question que j'ai posée. Et comment vous savez qu'ils ont répondu par ce biais-là? C'est pas ça, je les vois faire. Heureusement, je suis derrière l'écran à ce moment-là et je le vois. Sinon, j'ai aucun moyen de le savoir, évidemment.
Oui, mais si tous vont donner les mêmes données pour aller sur le même moteur de recherche, est-ce qu'ils ne vont pas avoir tous le même devoir? Ben, c'est bien le problème de... Alors, c'est le problème de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Mais même, donc si je reviens par exemple au deuxième métier que j'ai, le métier de traducteur, même un très bon logiciel de traduction, parce que maintenant tous les traducteurs, en tout cas les traducteurs qui font du travail comme le mien, c'est-à-dire moi par exemple je fais beaucoup de traductions dans le domaine des droits de l'homme, pour des grandes organisations de défense des droits de l'homme, etc. Là, très clairement, quand je suis face au logiciel que j'utilise, le logiciel utilise certains de mes tics, disons pas littéraires, mais des tics de traduction, que moi je lui apprends. Donc là, on est en coopération, si vous voulez, avec le logiciel. Donc quand je me login, si vous voulez, quand je rentre dans mon compte, le logiciel sait ce que j'attends de lui. C'est un logiciel tout simple, hein, on n'est pas au niveau de l'intelligence artificielle de la Silicon Valley, etc. Celui que j'utilise, c'est un logiciel assez connu de tous les traducteurs, etc. Juste, il comprend ce que je veux, parce qu'il sait que je fais ça. C'est ça mon travail. Donc, il me rend un devoir, si vous voulez. Et moi, j'ai le rôle d'éditeur derrière. Donc, le traducteur aujourd'hui, c'est plus devenu un éditeur. Il y a un éditeur, comme un éditeur dans une maison d'édition, qui dit, bon écoutez, là, le texte il est un peu bancal, on va le remettre droit. Et on fait des suggestions. Sauf que là, évidemment, je suis éditeur et rédacteur aussi. Donc pour revenir à la question de l'élève, etc., oui, il y a un énorme problème par rapport à poser une question à une intelligence artificielle comme ChatGPT dans le cadre d'un cours en classe. C'est un énorme problème parce que oui, si la question est posée exactement de la même manière par chaque élève, la réponse sera sensiblement la même aussi. Évidemment, ces élèves pour l'instant, mais combien de temps encore, n'ont pas les moyens en général, surtout le niveau auquel j'enseigne, c'est-à-dire entre 11 et 15 ans, la plupart d'entre eux n'ont pas le raffinement nécessaire pour leur dire, bon voilà, je suis un élève de 11 ans et je voudrais écrire un devoir qui répond à cette question ou voilà, avec des éléments. Parce que ChatGPT, c'est ça. On leur dit, dis-moi tout sur les vins de Vézelay et il vous dit tout sur les vins de Vézelay. Et si on lui dit, dis-le-moi en français, il le fait aussi. Dis-le-moi comme si j'avais tel âge et que j'étais... Et maintenant, dis-le-moi comme si j'étais un enfant de 11 ans, bah, il va le faire aussi. Donc, on est confronté à ça, c'est une immense vague. Les profs sont très inquiets, évidemment. Mais il y a des moyens simples. Il y a des moyens simples de lutter contre ça. D'abord, on peut couper Internet. Enfin, je veux dire, on peut en classe. Moi, je suis dans des classes où on travaille constamment avec des ordinateurs. Mais on peut aussi dire que sur des questions, on arrête avec les ordinateurs, on utilise son cerveau. Moi, je leur dis souvent que leur cerveau, c'est un très bon ordinateur aussi. C'est un fantastique ordinateur qu'on utilise. Mais il y a peut-être un jour où on se rendra compte que l'intelligence artificielle a dépassé la capacité du cerveau, ou au moins a atteint le niveau de complexité d'un cerveau humain. C'est ça l'avenir de l'intelligence artificielle. C'est vers ça que tout tend aujourd'hui. J'ai vu que Elon Musk était en train d'essayer de ralentir un peu les progrès avec ChatGPT-4. Est-ce que ça sert à quelque chose ou ça sert à rien? C'est trop tard, la machine est lancée dans tous les pays, de toute façon elle est déjà lancée. Je dirais oui, enfin, si Elon Musk, qui est un libertarien, c'est-à-dire un type qui ne croit même pas, a priori, à l'intervention du gouvernement dans les affaires des individus, demande à ce que les gouvernements interviennent pour ralentir la progression de l'intelligence artificielle, il doit bien avoir des raisons impérieuses qui vont bien au-delà de ses propres intérêts. Il est possible d'ailleurs qu'il sache des choses que ces gens qui ont signé cette tribune sont des gens qui ont quand même le nez là-dedans depuis des années et des années. Je pense qu'ils savent de quoi ils parlent et ils connaissent les risques. J'en vois un par exemple, c'est que l'intelligence artificielle tombe aux mains par exemple de régimes extrêmement agressifs, du type de la Russie aujourd'hui, mais qui sait quel sera le prochain demain, et qui grâce à l'intelligence artificielle, puisse créer du chaos qui dépasse
littéralement tout ce qu'on peut encore imaginer. Vous parlez des fake news? On peut parler de ça, oui. Par exemple, l'intelligence artificielle aujourd'hui n'est pas capable, est tout à fait capable à la fois de générer évidemment de la désinformation, mais est aussi, pour le moment, parfois incapable de faire le tri entre ce qu'il y a de vrai et ce qu'il y a de faux. Puisque par définition, toutes les sources où va chercher l'intelligence artificielle, ces sources sont elles-mêmes des sources qui sont à la fois des sources véridiques, ou qui sont confirmées par des grands médias, etc., mais aussi des sources complètement faussées. C'est-à-dire toutes les sources qui elles-mêmes produisent des fake news, qui sont souvent d'ailleurs des êtres humains, hein, mais pas seulement, parfois des bots aussi. Donc la question là, elle est, l'intelligence artificielle utilise ce qu'elle a, qui a été produit par nous et par les robots, voilà, qui est faillible. Et une des questions là, c'est effectivement, voilà, donc Elon Musk, s'il alerte là-dessus, c'est peut-être qu'il a ses raisons. Je l'ai pas encore lu cette tribune, mais ce que je sais, c'est que ça a des répercussions, beaucoup de journalistes en parlent, etc. Et beaucoup de gens sont très pessimistes sur le fait que les gouvernements peuvent faire quelque chose. Parce que c'est ça, les gouvernements ou même les entreprises, parce qu'il n'y a pas de limite. Et le truc, c'est que si certains le font et pas d'autres gouvernements, dans ces cas-là, on le fait pour rien. Voilà, mais c'est un petit peu comme le changement climatique. Ça, c'est sûr. C'est toujours les mêmes qui font des efforts et que d'autres n'en font pas, ça sert à rien. Ou s'il n'y a pas un accord international, si vous voulez, c'est un peu comme la Cour internationale, la Cour internationale de justice, ça a mis des années à se mettre en place. Mais simplement, est-ce que c'était le bon vouloir des gouvernements de valider ce que faisait la Cour internationale de justice? Et je dirais que c'est la même chose pour le changement climatique, et c'est la même chose, évidemment, pour un traité, par exemple, qui bannirait certaines applications de l'intelligence artificielle. C'est juste... il faut que les gouvernements s'assoient et y réfléchissent, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Ça va déjà trop vite. Oui, ça les dépasse. Voilà, c'est déjà allé beaucoup trop loin. Donc, on doit s'en remettre à cette espèce d'interrogation un peu philosophique sur le fait de savoir qu'est-ce qu'il adviendra de nous quand peut-être un jour, et peut-être dans pas si longtemps, l'intelligence artificielle elle-même nous dépassera. De toute façon, ça va arriver. C'est déjà... De quelle façon? On ne le sait pas encore. Pour l'instant, un robot, on est encore en mesure de le confondre, mais il peut nous confondre aussi. Et il y a des gens qui disent que ça existe déjà. Un robot est tout à fait capable aujourd'hui d'aller en ligne et de convaincre quelqu'un de faire quelque chose en faisant croire à cette personne qu'il est un véritable être humain. Donc, et avec des arguments très convaincants, parce qu'il voit tout de suite peut-être la faiblesse émotionnelle. Les robots aujourd'hui peuvent encore se tromper. Ils peuvent encore être complètement à côté de la plaque en termes émotionnels. Ah oui, ça on peut pas recréer l'émotion, non? Eh ben justement, c'est-à-dire que là, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'experts disent qu'on n'en est pas loin. Alors pas loin. C'est quoi? C'est à 20 ans, à 5 ans, mais bon, est-ce que ça a une importance? 20 ans ou 5 ans, est-ce qu'il y aura eu des décisions fermes sur ces questions d'ici là? Je ne le crois pas. Je suis peut-être un peu pessimiste, mais je ne le crois pas. Est-ce que l'intelligence artificielle aura produit ses propres défenses pour protéger justement les humains de ces pires applications? Je ne le sais pas. Peut-être que oui. Il y aura peut-être. On est incapable de le dire aujourd'hui. Donc, on sait juste que c'est une question de temps. Ce qui est certain, c'est que ça va mettre beaucoup de gens au chômage, parce que s'il y a beaucoup d'applications qui permettent de faire des tas de choses, qu'est-ce qui restera aux humains si ce n'est leur singularité, leur créativité et leur émotion? Oui, il leur restera ça. Il y a beaucoup de gens qui seront mis au chômage. Et puis, il y a aussi beaucoup de gens dont la productivité augmenteront.
Oui. Dans les cabinets d'avocats, si tout le, comme on dit en anglais, le paperwork est fait par le travail administratif ou le travail de défrichage est fait par des robots qui ont une intelligence très aiguë sur des questions juridiques ultra pointues et qui peuvent aller chercher tous les textes disponibles parce qu'on leur a autorisé de le faire, eh bien, la productivité de l'avocat dans une grande firme qui peut se payer cette intelligence artificielle sera décuplée. Enfin, décuplée, j'en sais rien, mais en tout cas, elle sera 5 fois plus forte. Donc, oui, il y aura des emplois ultra répétitifs qui n'existeront plus parce que ce sera des tâches en particulier chez les gens dans des métiers où les tâches ultra répétitives dominent. Ça, c'est typiquement le genre d'endroit où l'intelligence artificielle peut faire un travail de fond et qui effectivement éliminera des emplois. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va être une société, il va falloir se réinventer et c'est certain, oui. Traverser des nouveaux défis. Oui, et puis il faut le faire maintenant, je crois. Merci beaucoup, David. J'espère que nos auditeurs auront compris que l'intelligence artificielle, c'est un vrai sujet de fond et que ça va être un challenge pour la société de demain. Oui, c'est certain. Ouais. Merci.